Alors la suite, c'est Olivier Rondet de Tequila Rapido que je vais accueillir pour nous décrypter les tendances web. Alors pourquoi cette session de décryptage? Alors Olivier, on ne se connaît pas encore assez bien, mais je vais me permettre de te désigner Madame Irma du web pour nous décrypter un petit peu les tendances actuelles, peut-être futures, je ne sais pas. Alors, on va voir quelles sont les tendances. Alors pourquoi cette session par rapport à ce qui a été précédemment dit? Il est important de comprendre pour vous, même si j'espère que certains aspects vont être évidents, parce que ça va de soi, mais de vraiment décrypter les tendances qu'il y a aujourd'hui, qu'on peut observer fortement, et essayer de prévoir aussi les tendances futures, certainement, pour être peut-être essayer d'être précurseur par rapport à d'autres acteurs qui peuvent être aussi des compétiteurs. Voilà. Olivier, je te donne ça, et je vais démarrer ta présentation. Normalement, il n'y a pas eu de... Je prends celle que tu m'as envoyée. Alors, Olivier Rondet, qui est directeur des études et de la stratégie chez Tequila Rapido. Hein, c'est bien ça? Oui, c'est le titre exact. Il est un peu impressionnant, mais je suis moins impressionnant que le titre. Et par contre, je vais essayer de rendre la présentation plus intéressante que le titre aussi. Donc, quelques mots sur l'agence. Oui, pardon, voilà, ça devrait marcher. Donc, Tequila Rapido, on est une agence conseil en communication, une agence indépendante. Et notre cœur d'expertise, c'est le média digital, l'ensemble du média digital, c'est-à-dire le web, le mobile et les réseaux sociaux. Et en fait, on se définit un peu comme l'agence parisienne qui habite à Nice. Parisienne parce que tous nos clients sont à Paris, et Nice parce qu'on y est très bien. Et pour commencer, en fait, j'avais envie de démarrer avec un cas un peu emblématique et une réponse à une question que s'est posée en fait Tesco, et qui était comment je peux multiplier mes points de vente sans ouvrir de nouveaux magasins. Et en fait, le parti pris de Tesco était assez intéressant, c'est qu'ils ont amené le point de vente auprès du consommateur. Le principe a été de déployer des affiches avec une représentation photoréaliste des linéaires du supermarché dans les stations de métro. Et en fait, le client effectue ses courses via son mobile en scannant les produits sur l'affiche. C'est ajouté à son panier, et quand il rentre chez lui le soir ou en fin de journée, les produits sont livrés à domicile. Donc au-delà des résultats, 76% de nouveaux clients, 130% d'augmentation en fait des ventes online. Ce qui est intéressant sur le cas Tesco, c'est qu'il est emblématique des enjeux de 2012. Et c'est, pour le dire de manière un peu raccourcie, le renouvellement en fait de la distribution, de la promotion et de la consommation et de la vente de produits par le digital. En fait, en toile de fond, derrière ça, il y a la personnalisation des offres, des services, des expériences, des produits. Et il y a trois piliers en fait pour porter cette personnalisation. Le mobile, le local et le social. Pour le mobile, en France, 9% de la population française a déjà acheté sur mobile. Par contre, si on se plonge sur les 18-24, en fait, c'est 16%, ce qui est nettement plus. Ça peut sembler anecdotique, mais c'est comme c'est la majorité de demain, il faut y prêter attention. Et ça nous permet de basculer vers l'idée, on a beaucoup parlé de digital natives, et ça nous amène nous à parler de mobile natives. Alors il y a deux types de mobile natives. Il y a on va dire ceux qui sont effectivement mobile natives, donc qui sont très jeunes aujourd'hui, et des convertis ou des migrants qui y arrivent, mais ils ont un point commun, c'est que le premier écran, l'écran principal, c'est le mobile. Et donc la tendance est inversée. Pour eux, la connexion alternative, c'est le PC. Donc ça doit nous amener à penser nos expériences, nos interfaces de manière totalement différente.
Une autre opportunité en fait qui vient du mobile, c'est ces moments de micro-ennui dans lesquels on peut capter le consommateur. Typiquement, dans le cas Tesco, c'était l'attente du métro, dans les transports. On note des pics de connexion dans tous ces petits moments-là, sur les lieux publics, les moments d'attente. Et en 2012, en fait, le parc nomade, mobile et tablettes confondues, va dépasser pour la première fois le parc de PC. Et du coup, ça nous fait 500 millions d'opportunités qu'on peut adresser comme ça sur des fenêtres de disponibilité des consommateurs. Et pour finir, le mobile a bouleversé complètement la séquence d'achat. 41% des mobinautes utilisent au moins une étape, c'est-à-dire soit avant, soit pendant, soit après. Et du coup, le chemin est devenu légèrement imprédictible. Je peux très bien chercher l'inspiration sur mon mobile, rentrer dans le magasin pour regarder le produit et l'acheter depuis mon PC chez moi, ou faire la séquence dans un tout autre ordre. Le mobile a amené avec lui la géolocalisation. Initialement, la géolocalisation, c'est quand même une collection de services utilitaires, c'est basiquement un GPS. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu un moyen de rapprocher marques et consommateurs. Pour vous donner un chiffre qui est parlant, 91% en fait des gens des mobinautes gardent leur mobile 24 heures sur 24 à portée de la main. Donc c'est un point de contact permanent. Impossible de parler de géolocalisation sans parler de Foursquare. Donc Foursquare, c'est 15 millions de membres, 1 milliard de check-in atteint l'année dernière, 400 000 entreprises et marques qui l'utilisent. Et c'est vraiment un moyen de créer de l'engagement, de la fidélisation, du drive to store pour un investissement très minimal. Et derrière Foursquare, en fait, alors Foursquare fonctionne sur le principe du check-in. Donc à partir du moment où je rentre dans un lieu, je fais une action de check-in pour dire je suis présent dans ce lieu. Et à ce moment-là, si le lieu est inscrit sur la plateforme, il peut m'envoyer par exemple un check-in deal, c'est-à-dire chaque fois que je check dans ce magasin, j'ai une offre promotionnelle. Shopkick est allé un petit peu plus loin et lui fonctionne, c'est lancé en 2010 et c'est une application qui fonctionne sur le walk-in. Donc vous n'avez plus besoin de déclarer que vous êtes rentré dans le lieu, c'est l'application qui détecte que vous êtes rentré dans un magasin partenaire. À ce moment-là, en fait, vous avez accès à des produits et des offres. Et si vous scannez ces produits, c'est du couponing en fait, donc vous bénéficiez d'offres. Les résultats ont été assez impressionnants, ils ont un taux de conversion de 15 à 20% sur les produits scannés, sur un réseau de 3000 points de vente. Et la prochaine fonctionnalité qui sera lancée, c'est d'étendre en fait les capacités de détection de l'application qui permettra de remonter au store le linéaire dans lequel vous êtes et les produits que vous avez scannés. Donc vous allez pouvoir avoir des offres segmentées par rapport au linéaire où vous êtes dans le magasin. Et un autre exemple là qui introduit la notion de temporalité, c'est Groupon Now qui a une promesse, une double promesse, permettre au consommateur d'accéder à une offre instantanée, mais surtout permettre à l'annonceur d'annoncer au moment où il en a vraiment besoin et de dimensionner une offre sur le moment. Sur le social, on a connu beaucoup d'évolutions. L'évolution principale en fait tourne autour de la conception des applications, des offres ou des expériences. Il s'agit vraiment de dépasser la notion de partage ou de recommandation, je vais dire un petit peu artificielle. Je partage sur Facebook, je partage sur Twitter. La recommandation est toujours efficace. 93% des utilisateurs de Facebook ont reçu ou émis une recommandation. Et sur ces recommandations, en fait, 65% conduisent à un acte d'achat ou de consommation. Donc c'est vraiment efficace. Et l'idée, c'est d'imaginer son service, son produit, son application comme étant nativement social et pas comme en rajoutant une fonctionnalité de partage. Le cas de Tesco est encore une fois emblématique
sur cette question, parce que le simple fait d'utiliser, de scanner un produit devant l'affiche, c'est déjà social en soi, parce qu'il y a tout le monde qui le voit, c'est une utilisation publique du service, c'est une recommandation en soi. Et justement, Facebook met à disposition Open Graph, qui est vraiment le moyen de faire de chaque utilisation de notre service, de notre site, de notre application, une recommandation. Pour le dire de manière très brève, en déployant Open Graph sur un site, je vais pouvoir garder la part fonctionnelle de mon site, rajouter la partie ludique ou émotionnelle que j'ai sur Facebook, mais surtout accueillir mon visiteur dans un parcours personnalisé je vais vous le montrer directement. Si je suis la Redoute, encore une fois, j'ai 5 communautés sur Facebook. C'est 5 communautés différentes, elles ont des intérêts différents, elles achètent des produits différents. Pour autant, aujourd'hui, elles arrivent sur la même homepage. Open Graph va me permettre de détecter que tel visiteur a liké, par exemple, la page AMPM, et du coup, je vais pouvoir lui offrir un parcours personnalisé et un accueil personnalisé, mettre sur la homepage les produits qui correspondent à ses intérêts. Et pour conclure ça, en fait, l'enjeu de 2012, c'est pas vraiment les canaux, les médias ou les formats, c'est plutôt la relation qu'a la marque ou l'entreprise avec les supports sur lesquels elle est présente. Et avec une question centrale, c'est est-ce qu'on est une marque active ou est-ce qu'on est une marque passive? Quelle relation on a avec son audience ou avec ses audiences, qu'ils soient des clients ou des cibles. Est-ce qu'on engage durablement nos audiences? Est-ce qu'on développe avec elles une relation de qualité? Voilà. Merci Olivier. Est-ce qu'il y a des questions en salle? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe au Japon? Alors, je dirais pas que ce soit les leaders sur le web social. Ils réinventent leur propre web social. Ils sont plutôt leaders sur l'utilisation du mobile parce qu'ils l'utilisent depuis très longtemps. Ce qui se passe exactement, c'est que Facebook, par exemple, a un peu de mal à pénétrer le Japon, qui a plutôt tendance à réinventer, mais comme la Chine ou la Corée, à réinventer ses propres réseaux. Par contre, le mobile est utilisé comme un outil de consommation et de transaction par les Japonais de manière nettement plus large. Si on veut se profiler dessus, c'est déjà un porte-monnaie électronique, enfin c'est utilisé quotidiennement. Après, un des vecteurs qui est le plus utilisé en termes de communication, c'est le SMS et le mail. Mais parce que ça vient de... Enfin, ils sont sur le mobile depuis beaucoup plus longtemps que nous, donc ils ont plus cette habitude. En dehors de ça, chez les Japonais. Je ne saurais pas vous dire exactement sur les Japonais. Vous avez pointé une question très importante sur le boredom, c'est-à-dire les gens qui s'ennuient. Oui. Ça, c'est pas que sur les Japonais. Les Japonais ont énormément de jeux, en fait. Ils ont une plateforme comme Zynga est largement profitable, alors qu'elle vend des biens immatériels, elle vend du jeu. Mais ça, c'est quelque chose qu'on trouve d'ores et déjà en Europe ou en Amérique du Nord. Cette fenêtre de micro-ennui, dans notre culture, on a un peu plus de mal à la capter. On est un peu moins agile dessus, mais on y vient très nettement. Quand je parlais de pics de connexion dans les transports, dans les moments d'attente, sur les lieux publics, c'est des pics de connexion sur la France. À la poste. C'est les leaders mondiaux.
Des interruptions de connexion Internet. On change de fournisseur. Pas donner le micro. Une autre remarque ou question en salle? Bon, personnellement, j'étais très contente que tu cites en premier l'exemple de Tesco en Corée. Je ne sais pas si tu l'as fait exprès parce que je suis coréenne ou pas. Non, pas du tout. Mais pour ma part, j'aime beaucoup la prochaine fois, je mettrai un autre exemple coréen. Mais j'aime beaucoup cet exemple-là parce que c'était... Il est excessivement parlant, il est très... En fait, ce que j'aime beaucoup dans cet exemple, c'est qu'ils ont su... alors, ils ont pas fait ça sous le nom de Tesco, je crois, hein, parce qu'ils ont un nom différent. C'est Homme Plus. Voilà, c'est Homme Plus. Et ce qu'ils ont fait de très bien, c'est qu'ils ont bien observé les usages et les habitudes des Coréens, qui sont hyper connectés, beaucoup sur leur mobile et passent beaucoup de temps dans le métro, effectivement. Alors, gros avantage de Tesco et le truc qu'ils ne pourraient pas faire en France, à Paris par exemple, c'est qu'en Corée, dans le métro, on capte. Il n'y a jamais de coupure réseau, on capte toujours. Internet, la télé, on capte le mobile, alors qu'ici, je pense qu'encore, on n'est pas encore en mode totalement connecté dans les tunnels de la RATP ou du RER, ce qui fait que l'expérience peut être un peu différente si on voulait faire la même chose ici. Hein. Il faudrait qu'on puisse avoir cette couverture réseau un peu plus grande ou des hotspots Wi-Fi dans le métro pour pouvoir faire ça. Donc, ils ont su vraiment allier ces éléments-là. Donc j'aime beaucoup ce cas et puis c'est une bonne idée. Ah, puis c'est le fait de se dire qu'un point de vente n'est pas égal à un magasin. Oui. Et surtout le fait que les Coréens, ils ont des horaires de boulot, aussi des amplitudes de travail assez grandes qui font que oui, on n'a peut-être pas toujours le temps d'aller faire ses courses. Ah, il s'était basé sur une étude aussi là-dessus. Moi, justement, en disant que les Coréens privilégiaient le travail, et finalement, on avait peu de temps pour faire leurs courses. On ne consacrait que peu de temps. Sur quand on est un distributeur, on a besoin de faire venir les gens. Finalement, ils ont inversé la tendance. Et c'était ouais, le move à faire, en fait. Pour vous dire que si les sitcoms et les séries, qu'on appelle dramas, sont si populaires, c'est aussi que les gens regardent la télé dans le métro sur des devices qui sont des téléphones, mais avec antenne télé. En fait, on revient à de la télé hertzienne pratiquement dans l'usage. Ça pointe en fait, ça me fait penser à quelque chose, que aujourd'hui une marque, qu'elle soit française ou globale, finalement, doit vraiment prendre en compte les différences culturelles qu'il y a au niveau de ses consommateurs. Et une marque française aujourd'hui, elle est rarement cantonnée au marché français et à la culture française. Donc effectivement, c'est aussi cette capacité, je pense, en observant ces tendances, c'est aussi observer les tendances culturelles qu'il y a dans certains pays. Et il y a beaucoup de graphes et d'analyses qui montrent que les usages sont totalement différents. Les jeunes qui sont connectés sur Facebook, des populations qui sont massivement connectées sur Facebook, d'autres beaucoup moins, d'autres qui sont 100% sur mobile, sans accès à Internet chez eux sur un ordinateur. Je pense que les usages et ces différences culturelles sont vraiment à prendre en compte dans ces campagnes, d'autant plus que maintenant nos marques sont vraiment globales. Et puis il y a l'expérience, je vais insister un peu dessus, mais l'idée de mobile native, elle peut vous sembler un peu en avance de phase, mais elle est vraiment pas du tout. C'est-à-dire que le nombre de gens qui sont sans être jeunes, mais qui ont basculé sur d'abord mon premier écran, c'est le mobile, est un nombre assez important. J'ai pas d'études ou de chiffres à donner, hein, c'est plus un constat un petit peu intuitif. Juste pour me laisser aller à partager avec vous une expérience personnelle, j'ai 2 enfants, leur premier contact avec le web a été sur la Nintendo. Après, ils sont passés à l'iPhone et l'iPad, et le PC est venu très tardivement, et il leur viendrait même pas à l'idée de commencer une recherche ou un chat ou quelque chose sur le PC. Ce serait vraiment quand il y a plus rien. La DS, elle est plus chargée, l'iPhone, ils l'ont pas trouvé, et l'iPad est cassé. Là, oui, bon, on va prendre le PC. Ce qui est vraiment, ça doit vraiment nous diriger différemment dans la notion des interfaces, des expériences, des parcours utilisateurs, parce que sur un device mobile, l'expérience est totalement différente. On est beaucoup plus direct, en fait.
On reviendra un petit peu sur ces histoires d'expérience en fin de journée avec nos personnes de Valtech qui vont insister sur la partie ergonomique et comment on transforme et on convertit ces utilisateurs. Et effectivement, d'un device à un autre, nos usages sont différents et l'attente est différente aussi de la part des utilisateurs. Merci beaucoup Olivier. Ça va nous permettre de passer à la pause. Je crois que Gaston a froid, donc il y a du café qui va vous permettre de vous réchauffer un petit peu et de discuter aussi avec nos intervenants et nos partenaires. Nos partenaires ont chacun des stands aussi à l'extérieur pour pouvoir échanger avec vous, ce qui vont principalement intervenir cet après-midi, mais comme ils n'auront que 5 minutes pour parler avec vous, profitez des stands pour aller vers eux et voir leurs belles réalisations. Car ce qu'on va vous montrer cet après-midi ne sera qu'une toute petite partie de ce qu'ils savent faire. Voilà, merci beaucoup. On se donne rendez-vous dans entre un quart d'heure et une demi-heure, on va dire, on va prendre large. À tout à l'heure.